Kwai aux membres du peuple Wabanaki qui nous écoutent. Salut, je me présente Louis-Philippe Renaud. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime la vie. Plus j'apprends à la découvrir, plus je suis touché par sa beauté, par sa fragilité. Je réalise ce balado parce que j'ai envie d'aller à la rencontre de personnes qui ont le goût, comme moi, d'en prendre soin. Bienvenue à Juste pour vivre. Commençons par souligner que nous sommes ici pour parler de la relation au vivant sur le territoire non cédé de la communauté autochtone Wabanaki. Surtout et tout simplement parce que les Premières Nations ont saisi bien avant nous l'importance de cette relation. Alors bonjour, aujourd'hui j'ai déniché une personne extraordinaire pour nous parler de la relation au vivant, mais en nous. C'est l'idée que j'ai eue quand j'ai vu sa fiche bien remplie sur le portail de l'Université de Sherbrooke. J'invite Isabelle Laforêt-Lapointe. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Alors, j'ai découvert plein de choses sur toi en fouinant un peu. Tu es professeure assistante à l'Université de Sherbrooke depuis 2020. Oui. Avant ça, tu as fait un doctorat à l'UQAM en biologie en 2017. Fini en 2017, oui. Tu as terminé en 2017, exact. Postdoctorante en écologie microbienne à l'Université de Calgary en 2019. De 2017 à 2019. C'est magnifique. Tu t'intéresses au microbiome des plantes, mais aussi à celui des humains, principalement sur les enfants. Là, j'ai entendu que l'asthme était un sujet pour toi qui t'avait en tête, qui te préoccupait. Ton point de vue est novateur grâce à ta formation en écologie et en statistique. On va sûrement avoir la chance d'en parler. Tu cumules des prix et des distinctions. Là, j'invite les gens à aller voir ta fiche sur l'Université de Sherbrooke. Tu contribues généreusement à l'avancement de la science avec des publications scientifiques qui sont assez nombreuses. Tu enseignes plusieurs cours en écologie, en biologie, en biométrie, en biostatistique et plus encore. Tu organises ou tu as organisé bon nombre d'événements scientifiques. Tu as présenté un nombre impressionnant de conférences en quelques années. Tu collabores à l'international. En gros, tu es une passionnée. Ah, c'est clair. Vraiment passionnée par ma carrière, par la science, par le mentorat des jeunes aussi. OK. Puis, je suis curieux, là, j'ai nommé plein de thèmes, là, microbiome, tous tes titres de conférences, mais qu'est-ce qui t'a amené? C'est quoi les éléments moteurs qui t'ont amené à t'intéresser à tout ça? J'aime toujours raconter que moi, en fait, je n'étais vraiment pas partie pour travailler dans ce domaine-là. Là. J'étais convaincue quand j'ai fait mon bac que j'allais devenir neurobiologiste, puis finalement, pas pantoute. Hein. J'ai découvert l'écologie en allant faire une maîtrise à Barcelone parce que j'avais envie de découvrir le monde, puis il fallait que je justifie un petit peu, d'aller vivre à l'étranger. Donc, je suis allée faire une maîtrise en écologie là-bas. J'ai vraiment aimé ça. Puis l'écologie, c'était mon cours préféré au bac. C'est comme ça que j'ai pris ma décision sur quoi faire pour une maîtrise. Puis après ça, j'ai décidé d'aller travailler sur l'écologie des arbres parce que c'était ce que j'avais fait dans ma maîtrise. Puis j'ai fini par travailler sur les microbes qui vivent sur les arbres. Mais c'était vraiment aléatoire. Là. Des fois, on dit « Ah, tu choisis ton chemin. » Mais on dirait que des fois, on dit « C'est le chemin qui m'a choisi. » Microbe, c'est quoi la première rencontre qu'on peut avoir un microbe? C'est que tu rentres dans des laboratoires en biologie, puis là, tu te mets à regarder dans des petits stéthoscopes, pas des microscopes, et là, tu as vu ça, tu as fait « Wow, je capote » ou... Même pas. Je travaillais avec un chercheur, Christian Messier, qui est super connu dans le domaine de la foresterie. Puis il y avait un gros laboratoire, puis il m'a dit hey, « il y a un nouveau chercheur qui vient d'arriver à l'UQAM. Il y a beaucoup de temps, puis il est super intéressant. Donc, est-ce que tu aimerais ça que ce soit ton co-directeur? Il travaille sur les microbes des arbres. » Puis j'ai dit « Ah, ben c'est vraiment intéressant. » Puis il y avait un papier qui venait juste d'être publié là, par un chercheur Ensky en Europe qui avait démontré que la diversité végétale, là où on vit, était associée avec certains micro-organismes qu'on trouve sur notre peau. Puis ça, c'était associé avec des risques d'asthme puis d'allergie. Okay. Que plus tu avais de diversité végétale, plus tu avais une bonne diversité microbienne sur ta peau, moins tu avais de risques d'asthme et d'allergie. Ici, on parle de corrélation, on ne parle pas de causalité. Donc, c'était un papier qui démontrait des liens potentiels. Mais moi, dans ma tête, ça a fait moi, je suis asthmatique de toute ma vie. Ouais. Je faisais des grandes expéditions de canot, puis j'avais moins besoin de mes médicaments quand j'étais dans le bois, puis je revenais en ville, puis je faisais tout le temps un gros clash d'inflammation quand je revenais. Là, j'étais là, c'est peut-être tout relié aux micro-organismes qui sont sur les plantes qui nous entourent. Puis là, ça m'a comme créé un chemin conducteur de qu'est-ce que je voulais faire pendant mon doctorat. Fait que c'était pas ce que j'ai vu sur le microscope, plutôt qu'un papier qui a comme éveillé ce feu sacré en moi. Là. Une grande curieuse. Oui, tout à fait.
Je te l'avais dit, mais là, je vais le prendre vraiment au sérieux. J'aimerais vraiment que tu sois aujourd'hui une grande pédagogue pour nos éditeurs Je vais faire de auditrices mon mieux. Et là, je vais tout de suite t'inviter à nous partager la différence ou définir c'est quoi la différence entre Corrélation. corrélation et causalité. Je pense que c'est déjà Super. important de commencer par là. Bon, ben moi, je suis professeure du cours Bio 106. Biostatistique, qui est un cours de tronc commun qui est donné aux écologistes, aux géomaticiens, géomaticiennes, biomoléculaire, microbiologie, pharmacologie. Ma cohorte, c'est 160 personnes étudiantes chaque année, de première année. Donc, c'est un cours de base. Puis c'est un cours vraiment qui vise à éveiller nos jeunes, à comprendre pourquoi les statistiques, c'est important pour eux, même si eux, ils n'ont pas envie d'en faire. Puis une des plus grandes leçons qu'on peut retirer de ce cours-là, parce qu'on s'entend que la plupart d'entre nous, quand on fait un cours, quand il finit, on fait un flush cérébral de 90 de la matière. Ouais. Simplement par survie, on ne peut pas maintenir constamment toute cette information-là dans notre cerveau. Mais une des choses que je souligne souvent, que j'ai envie que mes jeunes ils se souviennent, c'est la différence entre la corrélation puis la causalité. Donc, le lien de corrélation, c'est un lien où on va détecter une tendance, une association, où on voit que la variable X varie de façon associée avec la variation d'une autre variable, comme la variable Y. Mais on ne teste pas dans ce modèle-là une relation de causalité où X cause un changement sur Y. Donc, la plupart des études ne sont pas en mesure de déterminer ce phénomène-là de causalité par un mécanisme spécifique. Quand on va vouloir aller tester un mécanisme de causalité où X cause vraiment Y, va souvent falloir qu'on minimise notre système. Donc, par exemple, qu'on travaille sur des plantes dans un milieu extrêmement contrôlé où on va faire varier uniquement le paramètre X pour détecter s'il y a un changement Y. Même chose pour les humains. On va souvent travailler sur le modèle des souris où là, on va contrôler absolument tous les paramètres. On va leur donner un changement dans leur diète puis on va aller mesurer qu'est-ce qui se passe. T'sais. Là, on va vraiment être en mesure de détecter un lien de causalité. Mais c'est difficile dans la majorité des études de parler de causalité. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose... Quand on est rendu à parler de causalité, là, c'est du sérieux et ça a été déterminant. On parle de mécanismes, on contrôle des variables externes qui pourraient avoir un effet confondant. Ouais. Mais là, quand je dis, moi, je fais des liens avec ça ou ça, souvent, je fais des corrélations. Exact. Après ça, ça va rester à démontrer en termes de causalité. Écoute, on est tellement des êtres humains qui font des corrélations constantes, c'est lié à notre survie. On absorbe le monde autour de nous, puis on va prendre des décisions en fonction de ce qu'on constate. J'ai vu qu'aujourd'hui, j'ai fait X, donc j'ai reçu Y. Ça ne veut pas dire une causalité nécessairement, mais il y a une corrélation. Puis ça va impacter nos liens cérébraux, puis on va se dire, hey, ben demain, je vais refaire X, comme ça, j'ai des chances d'avoir Y. Mais c'est juste fondamentalement dans comment notre cerveau est construit. T'sais. Je t'invite aujourd'hui parce que j'avais envie qu'on voit le vivant en nous. Et toi, ta spécialisation, c'est le microbiome. Alors là, il y avait 3-4 mots qui me venaient en tête, il faudrait définir. Il y a micro-organisme, microbiome, microbe. Qu'est-ce qui est vivant à nous, puis comment ça se traduit? Comment tu pourrais nous pédagogiser tout ça? Excellent. Un microbe, donc supposons que je parle à ma fille de 5 ans. Puis là, j'essaie d'y expliquer un peu qu'est-ce que je fais. Là, pour elle, je suis une professeure, une chercheure, une enseignante. Puis je dis, bon, mais les microbes, ma fille, je ne dirais pas son nom, c'est des organismes, des choses vivantes qu'on n'est pas capable de voir à l'œil nu. Donc ça, je pense que quelqu'un qui a la vingtaine est capable de le comprendre. C'est un organisme qui est indépendant, qui est capable de potentiellement de bouger, d'influencer d'autres micro-organismes ou d'autres organismes plus gros qu'on n'est pas capable de voir nécessairement à l'œil nu. Puis ces microbes-là, ben, ça va inclure les bactéries qu'on connaît, les champignons, les virus, mais aussi d'autres micro-eucaryotes comme les champignons. Un microbe, c'est une bactérie. Et dans les virus et les bactéries sont dans la famille des microbes. Je ne sais pas si on appellerait ça une famille, mais disons le groupe des microbes. On va les mettre ensemble. OK. Je continue. Je t'ai coupé, là. Oui, c'est ça. Donc, on disait bactéries. On peut aussi parler des archées, qui sont une forme un peu plus ancestrale de la section prokaryote, les bactéries, les archées. Puis, la section eucaryote, qui ont des noyaux. Ça inclut les champignons, mais aussi des organismes comme les protistes. Puis aussi, on va avoir une autre classe qui inclut les virus, là, les phages, les bactériophages, toute cette classe-là, dont la fameuse COVID, qui nous a beaucoup animés dans les dernières années.
Mais c'est pas négatif, avoir tout ça en soi, c'est la vie, c'est le vivant en nous, là, c'est ça? Ben, Dans- on dit souvent que la plupart des études sur les micro-organismes dans le passé se sont Mhm. intéressées à ce qui est pathogène, hein, ce qui est négatif. Parce que c'est ça qui marquait l'imaginaire. Si on pense à la famine en Mhm. Irlande, si on pense à la COVID, ben, ces microbes-là, ils ont un effet tellement négatif sur notre santé, sur la santé des plantes, qu'on s'y est énormément intéressé. Mais dans les dernières années, avec l'avènement des techniques de séquençage, on a pu détecter qu'en fait, sur beaucoup de surfaces, incluant notre corps, hein, l'intérieur de notre corps, mais aussi notre peau, notre bouche, l'intérieur de notre intestin, ben, on est tapissé de microbes. Puis ces microbes-là, ben, il semble qu'ils aient un rôle très important pour notre santé. Est-ce qu'il y a des microbes qui sont en nous, qui sont les mêmes microbes qui sont en dehors de nous? Ah, c'est sûr. Ben oui. Est-ce que Comment nous, on est colonisés parce qu'il y a en dehors de nous. Donc, c'est sûr qu'il y a des micro-organismes qui se retrouvent à la fois dans le sol puis dans notre intestin, par exemple. comme en forêt, sur un arbre ou en ville? Exact. OK. Ouais. Et leur utilité, veux-tu juste nous parler de à quoi ça sert en nous, ces petites bébites vivantes-là? Il faut comprendre que ce que je vais dire là doit être aussi vu à la lumière qu'on on sait pas encore tout. Hein. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que, par exemple, les micro-organismes dans notre intestin ont une fonction d'aide à la digestion. Mhm. Ils transforment certaines fibres, certains aliments qu'on mange pour qui nous permettent d'acquérir des vitamines, de mieux absorber des sucres, etc. Donc, par exemple, pour la digestion, c'est essentiel. OK. En début de vie, les micro-organismes ont également, là, quand on naît, ils ont une fonction de colonisation qui va être faite très, très, très rapidement, surtout si on est né par voie vaginale, puis si on a accès à l'alimentation par le lait de la mère. Hein. Puis je tiens à faire une parenthèse ici où le but, c'est vraiment pas de dire que c'est pas correct d'avoir une naissance par césaриenne ou de pas faire d'allaitement. C'est lié à des contraintes liées à la femme qui peuvent être Mhm. mieux pour la femme de ne Mhm. pas avoir une naissance vaginale ou d'allaiter. Mais dans un contexte où un enfant naît par voie vaginale ou est allaité, bien, ça va favoriser sa colonisation rapide par des micro-organismes qui sont connus pour être bons pour l'enfant, puis pour favoriser le développement d'un système immunitaire sain. Est-ce qu'il y a des corrélations? Là, je vois comme je vais vouloir Ouais, choisir hein? les bons mots, là, mais est-ce qu'il y a des corrélations à faire entre la biodiversité interne et la biodiversité qu'on retrouve à l'extérieur de nous, c'est-à-dire en forêt ou dans le... Hmm, Est-ce qu'il y a intéressant. plus qu'il y a une biodiversité de microbes, de virus, je ne sais quoi, plus qu'on va être fort, résilient, plein de vitalité? Je sais que c'est des mots plus philosophiques ou c'est pas très scientifique ce que j'utilise, mais... Je comprends. Bien, il faut commencer par dire simplement que la science du microbiote, c'est une science qui est encore jeune. Hein. C'est pas une science qui date de 150 ans. 50 ans, c'est une science de 20 ans essentiellement. Ah Là. ouais, OK. Depuis l'avènement des techniques de séquençage, avant, on avait beaucoup de connaissances qui étaient basées sur ce qu'on pouvait faire pousser en labo, sur pétri, par culture. Puis ça, c'était une infime portion de la diversité de micro-organismes qui existe réellement. Donc, il faut toujours se rappeler que la science d'aujourd'hui, là, elle est encore limitée en termes de connaissances pour ce qui est du microbiote. Mais bon, est-ce qu'il y a un lien entre la diversité de ce qui nous entoure puis la diversité qui est à l'intérieur de nous? Diversité, c'est quoi? Hein? C'est quoi ce terme-là? C'est comme un grand nombre d'organismes différents Mhm. qui nous coloniseraient. Donc, on Ouais. peut s'imaginer dans une forêt, ben, pas avoir juste des épinettes à perte de vue, mais plutôt quelque chose où il y aurait un peuplement qui serait plus diversifié avec de l'érable, du Mhm. bouleau, des fougères, etc. L'hypothèse disons, en biologie, c'est que plus ton écosystème est diversifié, plus il est résilient et productif. Parce que ben, dans ton écosystème, tu as plusieurs organismes qui vont aller chercher toutes les ressources qui sont disponibles. Puis s'il y en a un qui disparaît, ben, il y en a un autre qui va être en mesure de prendre sa place. Donc, tu vas avoir une certaine résilience de ta communauté, puis de ses fonctions. Donc, c'est un peu la même hypothèse qu'on amène du côté de l'être humain. Si on est en contact avec une grande variété d'environnements naturels, on va être en mesure de recruter une grande diversité de micro-organismes pour nous coloniser. Puis ça va favoriser une résistance à la colonisation de pathogènes. Même chose que, tu sais, si toute la place est prise par des organismes microscopiques positifs pour moi, mais c'est plus difficile pour un pathogène comme l'acide difficile, hein, qui Mhm. fait couler beaucoup d'encre dans les milieux hospitaliers, d'arriver puis de coloniser
mon corps, de prendre la place puis de causer des effets nocifs sur ma santé. Et là, je prends par exemple, là, on dit à nos enfants ou on se dit comme parents, OK, c'est bon d'être en contact avec plusieurs enfants, garder autres, parce qu'ils vont rencontrer différents virus, ils vont rencontrer différentes bactéries. C'est dans cette logique-là qu'ils vont devenir de plus en plus résilients, c'est ça? Exact. Là, ici, on peut faire un petit bémol pour dire que je ne suis pas docteur, hein, qu'il y a quand Ouais. même tout un système On médical. fait des corrélations, Exact. non? Puis, je ne suis pas non plus une spécialiste du système immunitaire. Hein. OK. C'est pas ma formation à moi. Moi, Ouais. c'est vraiment l'écologie microbienne. Donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'est-ce que ça a eu comme impact, qu'est-ce que ça a comme impact de ne pas mettre ton enfant en contact avec une grande diversité d'individus? Ben, ça dépend. Hein. Ça peut dépendre de plusieurs mesures. Donc, ça dépend. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs à la maison? Est-ce qu'il y a des chats-chiens? Est-ce qu'il y a accès à la nature? Donc, la réponse n'est pas noire ou blanche. Là. Mais une des hypothèses que les chercheurs ont fait pendant la pandémie, c'est que les enfants COVID, ça pourrait avoir un effet négatif sur leur santé d'avoir été autant isolés à la maison, sur le développement de leur système immunitaire. Parce qu'en début de vie, hein, tu le sais, les enfants, ils tombent tout le temps malades. C'est rare que j'ai pas une semaine où la garderie m'appelle pas pour me dire « Hey, tu sais, un petit rhume, une petite gastro. Ouais. Puis là, en plus, avec la rougeole dont on parle beaucoup en Ouais. ce moment, ben, on reparle de la dissémination de ces maladies-là. Donc, oui, c'est bon que nos enfants soient exposés pour développer un bon système immunitaire. C'est essentiel. Hein? C'est comme ça qu'on finit par développer un bon système immunitaire. Mais en même temps, il y a une grande partie de la formation du système immunitaire et de la santé des populations qui repose sur les bonnes campagnes de vaccination de notre système de santé. Là, je comprends que c'est une science jeune, mais on va faire des hypothèses. C'est Parfait. peut-être à ça qu'on va s'attarder d'abord. Mais est-ce que la même logique du fait de si je rencontre une diversité de personnes qui ont différentes réalités microbiennes, virus que je vais attraper, que je vais apprendre à me défendre dans mon corps, est-ce qu'on peut l'appliquer dans la même logique en lien avec l'ensemble des types de biodiversité, de la nature que je vais être à la rencontre dans ma vie? Est-ce que plus je vais être dans différents types d'environnements naturels, plus je risque de m'approprier leur bactériote, puis après ça, être plus résilient? On est loin conceptuellement, là, mais... C'est une excellente question. Je commencerai par dire que les 3 premières années de ta vie, c'est là la fenêtre d'opportunité la plus importante. Donc, de ta naissance jusqu'à tes 3 ans, ça va être là que tu vas développer ton microbiote à travers ton environnement, à travers ton mode de naissance, ton alimentation. Est-ce que tu as des frères et sœurs à la maison? Est-ce que tu as des chats-chiens? Où tu vis? C'est quoi les médicaments qu'on te donne? C'est quoi les voyages que tu fais, etc. Donc, est-ce que tu as des contacts avec des environnements naturels ou non? Donc, c'est ces 3 années-là qui sont le plus importantes pour le développement de ton microbiote. Puis autour de l'âge de 3 ans, tu vas avoir acquis ce qu'on appelle un microbiote intestinal, en tout cas, là, on parle surtout du intestinal, qui va ressembler à celui d'un adulte. À partir de là, la colonisation, la fluctuation qui va se passer dans ton microbiote intestinal, ça va surtout être dû à ta diète ou à des prises d'antibiotiques qui vont vraiment avoir un impact ou d'autres médicaments qui pourraient avoir un impact. Donc, essentiellement, à notre âge, là, ça ne change plus grand-chose. C'est plus par rapport à ce qu'on mange. Exactement. Ce qu'on respire. Ce que tu respires, ça peut avoir un impact aussi, mais surtout ce que tu manges. Donc, qu'est-ce que tu mets dans ton tractus intestinal? Il y a essentiellement dans le monde, là, ça a été montré, pas par moi, qu'il y a 2 grands entérotypes, donc 2 grandes classes de microbiote intestinal qui va être basé sur qu'est-ce que tu as comme alimentation. Est-ce que tu as une alimentation riche en fibres ou est-ce que tu as une alimentation riche en viande et aliments transformés? OK. Aujourd'hui, juste question d'avoir une idée, là, elle en est où, la science? Qu'est-ce qu'on est en train de découvrir par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on cherche à découvrir en ce moment par rapport à cette science-là? En ce moment, là, la quête, surtout, c'est le Graal de la médecine de précision. Parce que là, on a compris, il y a eu des grandes initiatives, là, surtout aux États-Unis, sur les Human Microbiome Project, où ils ont vraiment caractérisé c'est quoi le microbiote intestinal, du coude, du nombril, des genoux, de la bouche, de plein de parties du corps. Puis, c'est qui les micro-organismes qui sont présents. Ils se sont beaucoup intéressés aux bactéries. Donc, les bactéries, on s'en vient pas mal bon. Quoique, tu sais,
avec une certaine limite, là, comme un des organismes modèles qu'on étudie beaucoup en laboratoire, c'est E. coli. Puis il y a encore 35 de ces gènes là, OK. qu'on n'a pas caractérisés. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Donc, même les organismes modèles bactériens, on a encore une partie à découvrir. Donc, bactéries, on s'en vient pas pire. On comprend qu'ils ont un effet ils peuvent avoir un effet sur notre santé mentale, ils peuvent avoir un effet sur notre métabolisme, ils peuvent avoir un effet sur notre capacité à digérer, ils peuvent avoir un effet sur nos lipides. Donc, sur la dégradation des médicaments qu'on prend. Donc là, la quête, c'est la médecine de précision, c'est-à-dire, est-ce qu'on serait capable de regarder quel microbiote tu as dans ton intestin en termes de bactéries, puis de vérifier que la médication que je te donne, elle va être bien digérée ou elle va bien interagir avec ton microbiote intestinal bactérien, assez pour pas que ça nuise à l'acquisition de la molécule puis son effet que nous, on espère au niveau médical. Donc, d'un côté, on a ça. Puis d'un autre côté, bien là, on est à la quête aussi de mieux comprendre les autres micro-organismes du microbiote. Parce que les autres micro-organismes, bien, ils ont eu beaucoup moins de financement. Les champignons, OK. les protistes, les virus, les virus qu'on ne comprend pas encore très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus difficiles à étudier. Donc, on est rendu là, à ce niveau-là. On a beaucoup fait de séquençage, puis c'était super, le séquençage. Mais là, on fait un retour à la culture. On veut faire du séquençage, mais on veut refaire de la culture pour mieux comprendre à quoi ils ressemblent, ces micro-organismes-là, comment ils fonctionnent, pour pas juste dépendre de leur empreinte digitale, leur ADN qu'on est capable de lire avec nos machines, mais aussi être capable de les voir au microscope, de les faire pousser en labo, puis de les caractériser, qu'est-ce qui dégrade, de quoi ils ont besoin pour pousser. C'est ce que tu entends quand tu dis faire la culture, Ouais, c'est d'aller exact. chercher puis d'analyser de manière séparée ou en... OK. Au fond, c'est un peu comme si tu me disais, ben là, on est rendu à plus intégrer l'ensemble de ce qu'on a découvert qui nous habite, hein, mais de le prendre en plus sous forme d'écosystème, c'est ça? Tout à fait, Parce exact. qu'avant, on n'avait pas cette capacité scientifique-là. C'est ça. Puis comprendre, tu sais, supposons qu'on vient d'un domaine qui est très médical ou qui est très microbiologie, on n'a pas nécessairement énormément de réflexion sur la variabilité, la statistique. Donc, d'arriver avec un profil plus écologique, ça nous permet de poser des questions. Mais là, c'est bien beau, là, tu prends un échantillon par individu. Est-ce que c'est la même chose que le lendemain? Est-ce que c'est la même chose si tu prends un échantillon 1 heure plus tard? 10 cm plus haut dans son côlon, etc. Donc, il y a tout un aspect de mieux caractériser l'écosystème qui appartient au profil écologique qu'on peut amalgamer avec la microbiologie pour mieux poser des questions ou mieux comprendre ces dynamiques-là. Donc, il y a eu beaucoup de, disons, une effervescence là, sur l'aspect d'écologie microbienne dans les dernières années. Et est-ce qu'on sait déjà si c'est différent chez un enfant, chez les femmes, chez les hommes, chez des gens d'une différente culture, ou on est comme, on s'est entendu sur de généraliser les... Non, mais il y a un effet, là. C'est sûr que, tu sais, comme je disais, dans les 3 premières années de vie, il y a une trajectoire d'augmentation de la diversité. Après ça, il y a une certaine fluctuation de jour en jour. Hein. Mais la plus grande variation, ça va être entre toi et moi. Ça va être entre 2 individus. Entre individus, on va voir énormément de fluctuations dans qu'est-ce qui te compose en termes de microbiote. Mais moi demain, moi dans 1 mois, essentiellement, ça ne devrait pas varier des tonnes. Donc, oui, on commence à caractériser beaucoup, à mieux comprendre. On sait qu'entre hommes et femmes, l'aspect hormonal va avoir un impact. On sait que certains facteurs comme fumer, la diète va avoir un impact aussi. Mais là où on est rendu, c'est vraiment plus de dire, bon, mais c'est bien beau, toutes ces corrélations. Maintenant, on veut aller comprendre les mécanismes pour, après ça, designer des applications. La grande quête, c'est comment on peut manipuler ce microbiote-là pour nous aider avec notre santé. Est-ce que des probiotiques, des prébiotiques, des postbiotiques, est-ce que c'est une avenue qu'on devrait explorer pour améliorer notre santé? C'est très intéressant. Je ne vais pas m'empêcher de me dire, quand je t'écoute là-dessus, oui, c'est comme si l'humain, il a toujours ce goût-là d'intervenir puis d'agir, mais quelque part, je t'écoute depuis le début, je me dis, j'imagine que ma santé intérieure, puis ce que tu dis, est en corrélation avec ma relation avec l'extérieur. Tu parlais des 3 premières années, tu parlais d'alimentation. Alors, est-ce qu'on peut aussi se dire, si on fait juste de la prévention, on dit
plus qu'on va avoir des environnements extérieurs qui vont être favorables et qu'on sait qu'ils sont favorables, comme maintenant on sait quel type d'alimentation nous fait du bien ou pas, la biodiversité, à quel point qu'elle peut nous aider à avoir une air sain et autres. Est-ce que c'est comme ça, c'est une assurance déjà qu'on dit, si on veut protéger ce qu'il y a là, protégeons ce qu'il y a à l'extérieur, on sait que ça a un impact, c'est ça? C'est une bonne question, puis je veux y répondre bien. Tu sais, la santé humaine, je pense que c'est multifactoriel. Hein? Ouais. Puis, même si tu as une bonne santé intestinale, tu peux avoir d'autres problèmes de santé, on s'entend, là. Mais ce qui a été détecté dans la littérature, c'est qu'un environnement diversifié au niveau végétal, le moins possible urbanisé comme des espaces bétonnés puis très aseptisés, ça va te mener, et une alimentation diversifiée loin de la transformation, là. Puis ça va nous aider à avoir une bonne diversité intestinale reliée à un bon développement du système immunitaire, une bonne capacité de digestion, un bon métabolisme. Tu sais. Le système immunitaire, c'est la première fois que tu en parles, mais c'est comme central, en fait, là-dedans. Quand tu dis pour la santé, ce serait pour notre système immunitaire. Bien, le lien le plus fort qu'ils ont détecté du microbiote intestinal en début de vie, c'est le système immunitaire qui est relié au développement des allergies, au développement de l'asthme, toutes les maladies de ce genre. Il y en a qui rêvent, là, comment on appelle ça, là, ceux qui rêvent qu'on soit éternel, là, les Elon Musk de ce monde, là. Ça a-tu un impact, là? Est-ce qu'il faut s'intéresser à la microbiologie, au microbiome pour se dire, OK, à long terme, comment que l'humain peut vivre avec tout ça à l'intérieur de lui? Est-ce qu'on est capable de voir la longévité possible du microbiote? C'est une excellente question. C'est pas une question sur laquelle je me suis penchée, disons, le microbiote en fin de vie, mais il y a des gens qui s'y intéressent énormément, là, de voir qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont nos aînés, tu sais, puis pour leur propre microbiote. Il faut comprendre aussi que souvent, cette cohorte-là, c'est une cohorte qui est hyper médicamentée, qui est très isolée, puis qui est vulnérable. Donc, c'est difficile de les échantillonner sans tu sais, leur causer des torts. Puis, donc, ça fait en sorte que j'ai pas énormément d'articles dans ma tête, là, que quand tu parles, ça me pop pas, là. Mais ça pourrait être intéressant de mieux le comprendre, effectivement. Si je pense juste à mes propres grands-parents, là, Ouais. souvent, ça va être des personnes qui sont hyper médicamentées à cet âge-là. Puis on sait qu'il y a une interaction avec leur microbiote. Il y a aussi un changement d'alimentation parce qu'ils ont moins de capacité de mâcher, tu sais. Donc, il y aurait plein de questions que sûrement des chercheurs qui ont déjà commencé à y répondre, qui pourraient nous aider à dire, bien, est-ce que c'est un facteur d'allongement de la vie, c'est un beau microbiote? Puis il y a des super belles séries de vulgarisation qui ont exploré les blue zones, là, les zones bleues à travers le monde où on détecte des poches de personnes aînées là, qui vivent passé 100 ans. Puis dans les éléments clés qu'ils ont identifiés, c'est entre autres leur alimentation, mais aussi les liens de communauté, puis le sentiment de faire quelque chose qui a de la valeur. Donc, je pense que oui, on peut s'intéresser au microbiote, mais il y a probablement pas mal d'autres facteurs qui nous permettent d'avoir une belle longévité. Une belle ouverture. Je voulais savoir, je sais que tu as étudié aussi ce qu'il y avait comme là, je me mélange dans mes mots, c'est du microbiome. Bon, moi, je parle de microbiote quand je parle de ce qui est actif. Okay. Puis microbiome quand je parle de l'ADN qu'on a détecté. Fait que moi, quand je fais du séquençage, j'extrais de l'ADN, je m'en vais à ma machine, je lis l'ADN, je vais parler de microbiome. Ça va être les traces là, de tout ce qui était actif, inactif puis dormant, souvent. Donc, il y a certains micro-organismes comme les bactéries ou les champignons qui peuvent faire des spores qui vont entrer en état de dormance. Souvent, quand on fait de l'extraction de l'ADN, on va aller détecter tous ces organismes-là sans préférence. Donc, je dis microbiome différemment de microbiote, où là, le microbiote, ça va être vraiment les cellules actives qui sont dans ton écosystème, que ce soit l'intestin ou la bouche, qui ne seront pas en dormance ou morts, mais qui vont vraiment être partie de la communauté active. OK. D'abord, tu vas trouver le bon mot pour moi. Parfait. Ce qu'on retrouve sur ma peau, puisque tu es allé voir qu'il y avait des corrélations à faire avec ce qu'il y avait sur les feuilles, c'est quoi le mot? Bien, moi, quand je fais mon étude, souvent, je vais regarder le microbiome parce que je vais détecter son empreinte digitale. Essentiellement, c'est tout ce qui a laissé ses traces d'ADN. Si quelqu'un faisait des cultures, bien là, il s'intéresserait plus au microbiote, parce qu'il part d'une cellule qui est nécessairement active. Donc, ce que tu dis, c'est la corrélation entre ce qui est sur notre peau, là, Henschke, le travail d'Henschke, puis ce qu'il y a sur l'environnement. À ce moment-là, c'était des corrélations basées sur le microbiome. T'sais. Puis la plupart des études, ils vont parler de microbiome. OK. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ce qu'on a sur notre peau?
Ça, on a parlé de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais c'est important aussi ce qu'on a sur le vivant que sur nous. Oui, c'est sûr. Tu sais, c'est pas le domaine sur lequel je me suis plus posée. Donc, ce que je vais dire va venir de la littérature, de ce que moi, je connais de la littérature, là. Il y a plusieurs, disons, interactions au niveau de la peau qui se déroulent. On parlera pas nécessairement juste de transmission des pathogènes ou des micro-organismes à travers, tu sais, ce qu'on touche, comme les poignées de porte, etc. On va parler de nous, notre interaction directe, là. On peut avoir des réactions d'inflammation, comme de l'eczéma, des irritations qui peuvent se dérouler. Mais essentiellement, tu sais, la peau, c'est une surface. Ce ne sera pas une zone d'échange actif de molécules. Tandis que l'intestin, en nous, bien là, il va avoir vraiment des zones d'interaction entre nos cellules et celles du microbiote. Le party est pogné en dedans, là. Oui, exact. Mais à l'extérieur, c'est moins... il y a moins d'interaction, c'est ça? Là, je m'expose peut-être à des scientifiques qui vont dire « Non, là, c'est vraiment important. » Mais qui nous écrivent. C'est ça, qui nous écrivent. OK, c'est bon. Et sur les arbres, maintenant, tu t'es intéressé à ce qui se passait sur les feuilles et autres. Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer si on porte un regard aussi à l'extérieur? Tu t'es intéressé à ça aussi, non? Oui, bien, moi, ce qui m'a intéressé beaucoup au tout début, c'était de comprendre qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur des feuilles puis à l'extérieur des feuilles. Est-ce que si je prends un érable ici à Sherbrooke puis je m'en vais à Rouyn-Noranda, est-ce qu'ils vont avoir les mêmes communautés bactériennes, fongiques, ou ça va être différent? C'est quoi qui détermine qu'est-ce qui est présent? Est-ce que c'est le fait d'être au début de la sortie des feuilles, là, quand elles sont toutes belles en mai, toutes vertes, ou c'est la pluie qui vient de tomber hier. Donc, je m'étais intéressée à savoir, bon, ben, un peu qui est là. Est-ce que c'est la même chose sur les érables que sur les épinettes? Puis est-ce que c'est la même chose dans l'espace? Puis après ça, là, plus récemment, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, bien, ça, ces micro-organismes-là qui sont sur nos plantes, ils finissent aussi dans l'air. Hein? Les plantes vont exuder ces micro-organismes-là, ils vont se ramasser en spores dans l'air sous forme de suspension. Puis qu'est-ce que l'air fait quand toi puis moi, on le respire? Bien, il rentre dans nos poumons. Ouais. Puis s'il rentre dans nos poumons, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a une zone d'interaction aussi, parce qu'il y a un microbiote du poumon. Donc, à ce moment-là, ça peut être très intéressant de comprendre dans notre univers anthropisé, notre environnement anthropisé, où on respire, toi et moi, qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Qu'est-ce qu'il y a sur les plantes autour de nous? Est-ce que c'est différent en forêt naturelle que au Mont-Bellevue ici? Puis est-ce que c'est différent au Mont-Royal, au milieu de Montréal? Donc, on a un projet de recherche qui s'intéresse à ça. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Qu'est-ce qu'il y a sur les feuilles des plantes? Puis comment ça peut avoir une influence sur notre santé? Et là, vous en êtes où? Là? Est-ce qu'on est encore au domaine des hypothèses? On est dans l'analyse des données. OK, fait que là, on va avoir des résultats dans... Disons, d'ici la fin de l'année, là, je devrais avoir une première version d'un papier complet. Ah, OK. Je t'ai aussi invité parce que quand on s'est rencontrés pour préparer l'entrevue, on a discuté de plusieurs éléments qu'on retrouvait sur le web ou dans l'espace public qui portaient en tout cas, interprétation beaucoup, c'était la vérité scientifique. Qu'est-ce qu'une vérité scientifique? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je t'avais nommé l'exemple là, du fameux World Wide Web, où est-ce que les arbres communiquent ensemble avec les champignons. Ça m'avait très interpellé. Et là, on s'est dit, ça serait peut-être intéressant de prendre le temps de distinguer qu'est-ce qu'une vérité scientifique, qu'est-ce qu'un savoir, et j'aimerais ça qu'on l'aborde ensemble. Excellent, j'adore. Moi, je viens tout juste de terminer le balado là, de Olivier Bernard, alias Le Pharmacien, de sa saison 3 sur la mafia médicale. Puis ça m'a beaucoup fait réfléchir sur c'est quoi notre rôle comme scientifique, puis sur les possibles dérives de certains scientifiques ou docteurs là, qui se mettent en opposition du consensus scientifique ou ce qu'on appelle une vérité scientifique. Ouais. Donc, il faut comprendre que la science se construit sur la tentative de poser une question qui est basée sur des traces, des savoirs qui peuvent être scientifiques, mais des fois qui peuvent être aussi des savoirs de terrain ou des savoirs même ancestraux. Hein? Tu voulais parler aussi potentiellement de savoirs des Premières Nations, de savoirs non scientifiques, on dirait. Et donc, les prémices d'une question d'intérêt biologique ou d'intérêt scientifique peuvent être multiples. Donc, on s'intéresse à répondre à cette question-là, puis on peut y répondre plusieurs fois avant de trouver un consensus. Donc, souvent, moi, je vais faire une expérience, bien, je la ferai pas juste une fois. Hein? Je vais la faire 3 fois, au minimum. Puis des fois, je vais même, moi, la faire 3 fois, puis toi, t'as faire 3 fois, pour être sûr que c'est pas quelque chose que moi, je fais qui fait que j'ai ce beau résultat-là. Donc, la vérité scientifique se bâtit sur le consensus, sur le débat, sur l'essai de différentes méthodologies pour arriver à ce qu'on mettrait entre guillemets, une vérité scientifique.
Puis on pourrait aussi différencier ça des théorèmes mathématiques où là, on va aller démontrer, tu sais, un vrai phénomène qui peut avoir une preuve. Dans le monde de la biologie, parfois, là, c'est tellement complexe la nature que ça va être impossible de tenir tout en compte, incluant de la variabilité qui est juste due à la chance. Donc, il y a une certaine incertitude qui reste dans les données. Puis ça, pour le grand public, ça reste difficile parce que, on aimerait donc bien ça, avoir une réponse parfaite. Hein, c'est dur le doute. Exact. On aimerait savoir des vérités maintenant. Exact. Mais comme on pourrait reprendre l'exemple du World Wide Web, là, qu'est-ce qui en est venu justement à faire en sorte qu'on l'a remis en question? Il y a d'autres scientifiques qui ont essayé de reproduire l'expérience et là, ils ont vu qu'il y avait des doutes à établir, c'est ça? Donc, quand tu parles du World Wide Web, tu parles d'un phénomène qui est démarré un peu aux États-Unis, un peu au Canada, où il y avait une chercheure, entre autres en Colombie-Britannique, qui avait découvert qu'il y aurait potentiellement des arbres mères, là, des arbres adultes, qui aideraient leurs petits, leurs descendants qui seraient à proximité, par un transfert de ressources au niveau des racines ou des champignons mycorhiziens qui seraient partagés, puis qui permettraient aux descendants de cet arbre-mère-là d'avoir une meilleure productivité, une meilleure croissance. Donc, cette chercheure-là, elle avait des essais préliminaires, des recherches qui ont été publiées. Puis, aux États-Unis, il y a un monsieur qui a écrit, qui n'est pas un scientifique, là, qui a écrit un livre de vulgarisation sur cette espèce de réseau souterrain de collaboration qui serait partagé entre les racines et les champignons, qui formerait ce grand tissu d'interaction positive qui permettrait aux forêts de mieux être et de mieux répondre aux défis. Ça, c'est fondamentalement anthropique. Hein? On a parlé Qu'est-ce que tu veux dire anthropique? Anthropiser, pardon. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par anthropiser? S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi anthropiser. Ben, on amène des valeurs ou des intentions à des organismes qui n'ont pas nécessairement une conscience, ou en tout cas pas une conscience facile à démontrer. Est-ce que je me trompe ou ça pourrait pas être une vérité scientifique qui a une conscience non plus? Est-ce que ça... Qu'il n'y en ait pas? Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, est-ce que ça pourrait être démontrable scientifiquement? Ça pourrait. Il y en a qui font des études sur est-ce que les plantes sont capables d'avoir une volonté. Ils sont certainement capables de répondre aux stimuli externes. Mais de là à dire qu'ils ont une conscience comme toi et moi, une réflexion de soi-même, une capacité d'opinion sur notre impact sur le monde, d'intégration, une culture, ça reste à... En tout cas, il faudrait me convaincre, là, tu sais. Mais je te pousse, là. En fait, je nous pousse, là. Je n'ai pas réfléchi avant de te rencontrer, Isabelle, là-dessus, là, mais est-ce que tant on s'entend qu'on n'a pas prouvé le contraire, on ne peut pas non plus pousser de la main complètement cette possibilité-là? C'est-à-dire, si on n'a pas prouvé qu'il n'y avait pas de conscience ou qu'il n'y en avait pas de descendamment, est-ce qu'on est dans la même logique? Parce que j'entendais justement le fameux reportage que je t'ai partagé sur les personnes autochtones qui disaient, ouais, mais tu sais, nous, si on dit qu'on a été en relation avec la Mère Terre d'une différente façon et qu'on sait très bien que c'est une vérité et qu'empiriquement, en plus, que d'autres l'ont fait avec des résultats donnés, bien, même si on ne peut pas le démontrer scientifiquement, est-ce qu'on peut pas dire que ce n'est pas une vérité non plus, tu comprends-tu? Je comprends. Tu veux dire qu'on ne peut pas réfuter que ça n'existe pas si on n'a pas des preuves que ça n'existe pas. C'est un peu une réalité qu'on peut appliquer des deux côtés, la vérité scientifique, je me trompe? C'est intéressant, mais ici, je trouve qu'on mélange un peu de spiritualité. T'sais. Il y a comme un peu le désir de l'être humain de trouver un sens ou de donner une espèce de filet de sécurité à ce que l'univers qui nous entoure a une volonté ou une bienveillance. Hein? Donc ça, je dirais, je serais un petit peu frileuse à m'avancer sur ce domaine-là. Donc, ce qu'on dit, c'est que si on n'est pas capable de réfuter une idée, ben on n'a pas encore de vérité scientifique. T'sais. Mais il y a quand même un certain raisonnement qui peut être utilisé où il y a de l'espace au jugement. Mais tu sais, si on revient à nos moutons de dire le World Wide Web, donc on avait notre personne scientifique qui avait trouvé des premières études, on a une personne non scientifique qui fait un livre de vulgarisation, on a une prise par les médias puis par le public d'amour de cette idée-là parce qu'on veut y croire. Là, on l'a même commercialisé à ce moment-là, en fait. En fait, la personne qui a publié le livre en bénéficie. Là. Donc, elle a une notoriété, elle s'est fait des sous avec son livre en plus. Exactement. Donc, ça devient une entreprise commerciale.
Mhm. Puis, à ce moment-là, ça laisse aussi très peu d'espace au débat parce que c'est pas un débat scientifique, c'est rendu sur la place publique. Donc, il y a plusieurs autres équipes scientifiques qui ont essayé de reproduire les résultats faits par la première chercheure. Puis, il y a eu très, très, très peu de démonstrations que c'était vrai. Donc, ça nous permet de douter si ce phénomène-là est réel. Puis s'il est réel, est-ce qu'il est peut-être restreint à certaines espèces, certaines circonstances? On ne dit pas que c'est hors de tout doute que ça n'existe pas, là, mais que pour l'instant, on n'a pas de preuves que ça existe. On ne peut pas déclarer étant une vérité scientifique. Exact. Ça reste encore du domaine de l'hypothèse Exact. et il va falloir que ce soit revalidé et revalidé. C'est intéressant. Et on a parlé aussi de sciences fondamentales. Qu'est-ce que la science fondamentale de ça? Bon, pour moi, science fondamentale, science appliquée. Science fondamentale, c'est une science qui ne vise pas la création d'un outil, d'une application, un débouché économique, un débouché d'innovation qui va avoir tu sais, demain, on va aller faire un brevet pour créer un objet ou créer un nouvel outil. La science fondamentale, c'est de la science pour le savoir, pour comprendre comment la nature interagit, comment ça fonctionne. La science appliquée, c'est une science qui va viser un débouché, une conception, une innovation. Hey, là, on est dans... Hey, moi, j'ai lu un article qui m'a assez inquiété. Je ne sais pas si tu l'as lu toi aussi aujourd'hui ou hier sur... le fait que c'est le ministre de l'Innovation qui va être, je ne sais pas exactement le titre, peut-être aura les meilleurs mots que moi, mais il y aura le dernier mot, le premier mot sur où ira le financement, mais ça ne me semble pas être... l'inquiétude me semble justement être dans ce domaine-là, que ce n'est pas nécessairement de la science fondamentale qui risque de financer en priorité, mais une science qu'on va plus appliquer à l'innovation, quelque chose qui peut être rentable économiquement pour la société. Je me trompe? Bien, ce dont on se parle en ce moment, c'est avant-hier, l'article qui disait que les fonds de recherche du Québec vont être centralisés sous l'égide du ministre ou du ministère là, de l'économie, innovation et je me rappelle plus le troisième mot. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était déjà le cas. T'sais. Donc là, c'est juste sous la loi 44, là, il restait une partie de la gestion des fonds à rapatrier. Puis là, ils sont en train de remanier aussi comment le scientifique ou la scientifique en chef va être élu ou nominé. Donc, oui, c'est inquiétant que ça fasse partie du ministère de l'Économie et de l'Innovation, surtout parce que ça s'aligne énormément avec un problème qui se trouve aussi au niveau du Canada, qui, les mêmes fonds, là, l'équivalent fédéral, est aussi géré par le ministère de l'Économie. Donc, la dernière tendance dans les 20 dernières années, c'est de financer massivement tout ce qui mène à des applications et des innovations pour stimuler notre économie et nos entreprises. Et il y a énormément de perte de financement au niveau fondamental. Puis ça, c'est dangereux parce que ce qu'on fait, c'est qu'on finance uniquement notre science qui est basée sur des choses pour lesquelles on a déjà des preuves ou qui vont aller nous créer du capital, des nouveaux profits, alors que réellement, là, les plus grandes avancées scientifiques, ils ont été faits à partir de découvertes complètement fondamentales. Donc, si on finance plus notre recherche fondamentale, puis déjà que le Canada est vraiment bon dernier, vraiment pas bon là, dans les grandes institutions, des grands États du monde pour financer sa science. Si en plus, on arrête de financer notre fondamental, on n'est pas bien. Moi, en fait, en plus, je m'inquiète parce que la science appliquée qu'on veut associer à l'innovation ou à l'économie, c'est une instrumentalisation qu'on va y donner qui, dans la manière dont le monde se développe ou s'est développé depuis les centaines de dernières années, peut-être plus intensivement les 40-50 dernières années, mais ce n'est pas nécessairement positif pour notre biodiversité en général. Je me trompe? Bien, ça dépend. Si mettons, je vais spécifier l'état de la biodiversité. Elle a été grandement atteinte par les mines qui doivent fournir ce qu'on a besoin pour développer la technologie qu'on a trouvée dans la science appliquée. On a développé beaucoup de sciences liées à l'agronomie, mais on en a fait des grandes monocultures qui, au final, ont un impact sur
la biodiversité. C'est plus dans cette optique-là, Mm. pour préciser. Mais tu sais, il y a plusieurs nuances dans le sens où les grandes institutions qui font des exploitations massives, que ce soit les mines, que ce soit les grandes productions agricoles, c'est pas non plus la norme pour nous au Québec, dans le sens où il y a énormément de producteurs agricoles de petite échelle qui bénéficient du fait qu'on fasse de la recherche appliquée pour les aider à avoir des alternatives aux pesticides, puis aux fongicides, puis aux insecticides. Il y a des petites entreprises au Québec qui se démènent pour aider à mieux comprendre la diversité, puis on a besoin d'eux pour passer de mon labo au champ du producteur. Donc, je voudrais pas dresser un portrait tout noir, tu sais. Mais c'est sûr que le besoin des masses de production et de consommation massive n'a pas mené à la protection de la biodiversité. Et c'est tout récent qu'on a nommé le mot biodiversité dans une de nos priorités de protection. Dans les dernières années, on a eu dans les COP les objectifs de protéger 30% de nos territoires. Mais c'est tout récent là, qu'on commence à comprendre que la biodiversité, il faut la protéger puis qu'elle a une valeur. Hein? Si on pense aux travaux sur les services écosystémiques où on donne une valeur à notre biodiversité, qu'est-ce que ça nous donne pour pouvoir jouir de la nature, avoir un air pur, un accès à l'eau potable, etc. Donc, c'est tout récent que le mot biodiversité vient d'acquérir une valeur pour notre état économique. Oui. J'ai vu le reportage de Thomas Gervais matin sur les mines sur Rio Tinto. Non, c'est ça, Rio Tinto? Ouais. Mais moi, en tout cas, je ne peux pas faire autrement que de m'inquiéter justement de toute l'importance qu'on accorde à l'innovation quand il y a le libre marché puis la manière dont les grandes entreprises font de l'éco-blanchiment avec leurs relations qui prétendent avoir sur la biodiversité ou le vivant. C'est inquiétant. C'est plus dans cette logique-là. Je pense qu'on a besoin de politiques de réglementation. On a besoin de scientifiques qui sonnent l'alarme aussi en disant « OK, maintenant, là, il faut peut-être moins instrumentaliser cette science appliquée-là. » C'est sûr. Puis, tu sais, il faut se rappeler que nos politiciennes, c'est des personnes qui font face à de nombreux dilemmes. Hein. Ils doivent penser au bien-être d'une population complexe qui a des besoins vraiment différents. Puis, ils ont des mandats très courts. Donc, ce que j'aimerais, là, moi, je travaille beaucoup sur l'espoir. Ce que j'aimerais, c'est que nos politiciennes aient des visions long terme. Hein. Au Québec, on est riche. On est riche de nature, on est riche de ressources, on est riche de qualité de vie. Puis on est tellement chanceux de vivre ici. Là, quand je regarde ma fille, je me dis « Wow! La chance qu'elle a là, de vivre ici, de grandir au Québec, une société où on met la protection de la femme, les droits de LGBTQ+, une société avant-gardiste qui a ses défis aussi là, d'intégration des communautés multiethniques. Mais je me dis « Hey, on est bien placé là, pour être avant-gardiste, innovateur, puis dire protégeons-la, notre biodiversité, protégeons notre territoire, puis faisons en sorte que, justement, comme tu dis, on arrête de dépendre ou d'être tu sais, comme Norvold, de dire hey, on a besoin d'eux pour être riches, il faut qu'ils viennent, on va sacrifier nos milieux humides, même pas faire de processus BAP parce qu'on a tellement besoin d'eux. Tu sais. On pourrait-tu être visionnaire, puis nous avoir nos propres initiatives, puis utiliser nos ressources, puis les protéger, tu sais. Je sais pas, il y a peut-être un René Lévesque en moi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui rêvent comme toi, en fait. Ouais. Moi, le premier. Mais il y a un choc de culture dans ce que tu parles. Tu sais, ton discours, je pourrais l'avoir. Je pense que beaucoup de jeunes l'ont aussi, puis des moins jeunes aussi, mais il y a une forme de culture aussi qui est très valorisée vers l'entrepreneuriat, mais un entrepreneuriat qui est, on va dire, débridé, où l'objectif, c'est plus... Sans valeur. Sans valeur pas qualitative. Sans valeur économique, là, mais valeur avec un S, là, sans valeur comme de société, disons. Exact. Ben, je parlais dans une autre émission du produit intérieur brut qui nous oriente uniquement sur le quantitatif et non le qualitatif. Alors, c'est sûr que si on se fait juste se dire on veut être riche, on veut que notre société soit riche, puis on regarde que le PIB, on va passer à côté de beaucoup de qualité. Prendre soin du vivant, moi, c'est justement, ça nous amène bien à ce thème-là. Comment, toi, tu aurais envie de nous inviter à prendre soin du vivant, tant dans ton champ de compétences que, en général, avec la sensibilité que tu as dû développer avec la biodiversité?
mes invités ont nommé plusieurs voies, mais moi, je serais curieux de t'entendre, Isabelle. Excellente question. Prendre soin du vivant. Mais je pense que pour commencer par prendre soin du vivant, il faut l'expérimenter. C'est quoi le vivant? Puis, je suis tellement triste quand je vois nos jeunes être à l'intérieur, devant leur cellulaire, devant leur ordi, dans la réalité virtuelle, dépendant de la technologie. Puis moi, je me souviens, tu sais, puis j'ai 35 ans, scoop, j'ai grandi, tu sais, j'étais une scout, j'allais dans le bois, j'étais une jeune qui aimait la nature. Puis je pense que pour prendre soin du vivant, ben, il faut en faire l'expérience, tu sais, de c'est quoi, là, dormir une nuit dans le bois, passer une semaine sans ton ordi, ton toit, puis là, tu reviens chez vous, là, puis tu fais « Wow! Une douche chaude, un toit, un frigo », tu sais. Toute cette réalisation-là que c'est quoi la nature, le vivant, qui ne dépend pas, qui n'est pas l'univers transformé qu'on se crée dans les villes. Bien, ça, je pense que dans notre éducation de notre jeunesse, là, c'est quelque chose qui devrait être un incontournable. Ça ne devrait pas être réservé aux enfants de familles privilégiées qui peuvent envoyer leurs jeunes en camp de vacances l'été. Ça devrait être quelque chose qu'on ajoute là, dans notre processus d'éducation collective. Ici, on a une super belle initiative d'enseignement dehors. Hein? On a une chaire de recherche à l'UDS sur l'enseignement à l'extérieur. Je savais pas. Je pense que tu devrais le recevoir. Là. Jean-Philippe Ayotte, là, vraiment un chercheur génial. Et donc, imagine là, si nos jeunes du plus jeune âge, là, ils sont habitués à vivre dehors. Eux, ils vont comprendre c'est quoi la nature. Ils vont comprendre qu'il faut la protéger. C'est correct de vivre en ville puis d'aimer la cité, mais c'est important aussi de protéger notre territoire naturel. Puis, tu sais, on voulait parler aussi des savoirs traditionnels. Puis, j'ai regardé les liens que tu m'as envoyés qui parlent beaucoup aussi que nous, l'humain, on a tendance, comme scientifique, à nous exclure de la nature. Mais nous, là, on est partie intégrante de la nature. On l'habite. On est un animal parmi tant d'autres. Donc, de commencer pour prendre soin du vivant, il faut commencer par nous se concevoir à l'intérieur du vivant. Puis ça, je pense que si on est capable de le changer dès le plus jeune âge, bien, ça va nous aider à faire en sorte qu'on le protège. T'sais. Est-ce que tu sais quand est-ce que c'est arrivé chez toi, que tu as pris conscience que tu faisais partie du vivant? Hey, vraiment bonne question. J'imagine que quelque part, mes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité avec nous, mais probablement l'événement le plus intense, ça a probablement été les camps de vacances puis le scoutisme. T'sais, ça a été vraiment ça, je pense, le déclic. Là. Puis dans mes années de scoutisme, j'ai eu la chance d'avoir des super beaux groupes avec des animateurs, animatrices extraordinaires, puis de faire des semaines dans le bois, là, puis des mois avec les camps de vacances, des mois en canot dans la nature. Puis ça, je pense que ça te fait réaliser là, l'importance de cet environnement-là, puis ta petitesse vis-à-vis de cet univers-là. Puis des fois, les communautés autochtones nous en parlent, là, du pouvoir que ça a sur nous de vivre en symbiose ou avec la nature, ce qu'on est un peu déconnecté quand on vit dans une maison ou dans une grande ville. T'sais. Puis je pense que ça m'a beaucoup permis d'accorder une valeur à notre territoire, puis à notre biodiversité, puis à la nature. Je t'écoute, puis j'ai comme l'impression que plus on acquiert ce sentiment de faire partie du vivant, plus quelque part on se vulnérabilise. Parce que si je me dis que je suis au-dessus du vivant, donc je m'imagine que je peux avoir le pouvoir dessus, mais si je me dis que je suis dans le vivant, puis que là, en plus, dans le vivant, il y a vraiment, c'est le règne de l'interdépendance, là, je suis vulnérable, je me trompe? Et tu as tendance à être plus respectueux. T'sais. Si tu es sur un niveau d'égalité, ben, tu vas respecter ou tu vas voir différemment les ressources. T'sais. Au lieu de regarder un espace puis te dire « Ah, ben, on va le raser pour en faire un grand parking », ben, peut-être que tu vas voir différemment ce lieu-là si tu allais jouer dedans quand tu étais petit. C'est un peu ce concept-là. Hein. Mais je pense que c'est différent. En tout cas, moi, j'aime bien le mot vulnérabilité parce qu'au final, si je sais que je suis vulnérable, je sais que les autres sont vulnérables, je vais aussi vouloir plus en prendre soin. Il y a deux choses. Tant que la vulnérabilité te rend pas insécure, tu sais. Parce que si tu prends conscience de ta vulnérabilité puis ça nourrit tes insécurités, tu risques de réagir plus sur la peur. Le contrôle. Oui, exact. J'ai besoin de contrôler. Tu sais, c'est correct d'être vulnérable puis de s'exposer puis de pas se sentir comme top-down, tu sais, au-dessus de tout. Je suis le contrôle, je suis externe. Je te comprends sur cette portion-là. Mais il faut pas que ça nous nourrisse une animosité parce qu'on est vulnérable.
L'interdépendance au sein du vivant, est-ce que tu as réfléchi à cet aspect-là? Parce que c'est quand même assez présent. On en jasait avec Dominique Gravel, le Oui, biologiste aussi, mon collègue. ton collègue, ton merveilleux collègue. Oui. Qu'est-ce que tu nous dirais de l'interdépendance, toi? Mon Dieu, on est tellement interdépendants. Si on pense juste à tous les antibiotiques là, qui nous permettent de nous guérir rapidement de plein de maladies qui viennent souvent de micro-organismes. Tu sais, si on pense à la pénicilline, si on ne l'avait pas, la pénicilline, ça vient d'un champignon. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait? Comment ça aurait changé le monde si on n'avait pas ça? Donc, l'interdépendance, moi, je pense qu'elle est extrêmement intéressante et importante. Puis quand on en prend conscience qu'on est interdépendant, mais pas juste au niveau de la nature du vivant, mais également toi et moi, nous dans notre culture, mais également nous et nos communautés divergentes, différentes, nous et les autres États du monde, hein, qu'on est interdépendants. C'est pas juste si le Québec ou le Canada va bien qui est important. C'est important de s'intéresser à autrui au-delà, parce que si eux, ils vont pas bien, on va être dans marre demain. Hein? On le voit avec la migration liée au changement climatique. C'est vraiment, si l'interdépendance, on n'en prend pas conscience, si on ne s'intéresse pas au bien-être d'autrui, bien, en bout de ligne, on va payer. Il y en a beaucoup qui payent déjà, en exact. fait. C'est ça, tu parlais de migration, mais c'est des chiffres qui font peur, en fait. Là. Alors, pour conclure, on est presque à la fin. Isabelle, si tu avais à miser sur des facteurs clés, tu parlais tout à l'heure que dans l'éducation, tu aurais aimé ça que la jeunesse soit plus proche de la nature pour en prendre soin. Si tu avais le choix de faire de la technologie ce que tu voudrais, là, parce que là, j'ai l'impression qu'entre nous et la nature, il y a beaucoup de technologies qui nous donnent un écran, par exemple. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire là-dessus, là, ou de dire, OK, mais si on a envie, est-ce qu'on devrait tasser des choses? Est-ce qu'on devrait modifier notre rapport à la technologie pour prendre soin du vivant? Je comprends. Le rapport à la technologie ou le rapport à la performance, des fois, là, ou la pression, moi, j'aimerais ça avoir plus de temps pour la faire, ma science, qui m'intéresse vraiment. J'aimerais ça avoir le temps, on disait, le temps d'aller s'asseoir avec des communautés, de prendre un thé, de discuter. Bien, ça, je le dirais, j'aimerais ça avoir le temps d'aller prendre un café avec les producteurs agricoles en verger, dans le coin, en Estrie, mais partout à travers le Québec, pour comprendre leur connaissance du terrain, les défis qu'ils vivent, puis comment moi, je peux les aider. J'aimerais ça avoir plus de temps de qualité pour mes jeunes, pour bien les mentorer, pour leur donner l'espoir, les connaissances. Je trouve, oui, la technologie, mais la technologie, elle nous stimule tellement, puis elle nous vole tellement de temps qu'on dirait qu'on perd notre temps, qui est notre capital le plus important pour faire les choses de qualité. J'aimerais ça avoir plus de temps. C'est ça que je voudrais. C'est tellement merveilleux de t'entendre. Hey, je pense qu'il y a une jeunesse qui est tellement là-dedans, qui est, on va dire, victime de cette accélération-là qu'on vit en ce moment de performance et autres. Puis cette hyper-information-là qu'on ne sait plus à quoi donner du temps puis notre œil. Là, on se ramasse sur TikTok pendant 2 heures, mais en bout de ligne, ça ne nous a rien apporté. Là. Donc, il y a comme cette capitalisation-là de notre attention, cette surstimulation-là d'informations qui fait en sorte que, bien, après ça, comment on fait là, pour lire un livre pour le plaisir, pour avoir le temps d'aller prendre une marche en forêt, pour avoir le temps de discuter avec un autre être humain pour s'intéresser à son point de vue, sa culture, qui n'est pas nécessairement la nôtre. Tu sais, les leçons du microbiote, c'est un peu ça, je trouve. C'est un univers extrêmement complexe qui va avoir plusieurs micro-organismes qui interagissent entre eux, qu'on commence à comprendre. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec notre propre communauté. T'sais. On commence à comprendre que c'est extrêmement complexe, puis il y a des organismes pathogènes ou des systèmes pathogènes, mais il faut se focaliser sur les grandes valeurs ou les grands aspects positifs de ces communautés-là. T'sais. Parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a. C'est beau. Ouais. La vie est belle. La vie est belle. Plus que tu la découvres, même scientifiquement, tu pourrais dire qu'elle est belle? Ah, moi, je l'adore, la vie, mais je la vois aussi, je suis tellement consciente que je suis privilégiée, tu sais, de 1000 manières, mais le plaisir que j'ai ici à l'UDS, là, d'enseigner, d'encadrer, d'interagir avec des gens qui sont positifs puis qui visent à améliorer leur société, tu sais, on n'est pas parfait, mais on a vraiment on s'aligne tous sur une vocation d'amélioration, d'aide puis d'accueil, puis ça me rejoint beaucoup. Hey, merci. Je pense qu'on va terminer là-dessus. C'est vraiment beau. Merci Isabelle pour ta générosité, ton ouverture. On se reverra peut-être un jour autour d'un micro. Excellent. Merci. Bonne journée. Bonne journée.
J'espère que vous avez apprécié les échanges et les réflexions. Il me ferait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires et suggestions pour que je puisse améliorer la qualité du balado. Vous pouvez me les communiquer via la page Facebook Juste pour vivre, mon LinkedIn ou sur Instagram. Profitez-en pour partager les entrevues que vous avez aimées et restez à l'affût. Une 20aine d'épisodes sera mise en onde d'ici la fin de l'été. À bientôt!